Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez bien commencé ce Ramadan 2023. Et Ramadan Karim, encore une fois, nous avons eu l'occasion de présenter nos vœux et de vous rappeler, de vous remercier pour votre fidélité, de vous rappeler que nous serons à vos côtés pour vous apporter les meilleurs éclairages, les meilleures analyses, les meilleures informations qui vous permettront en Algérie et ailleurs à travers le monde pour celles et ceux qui s'intéressent à l'actualité algérienne et qui sont directement ou indirectement touchés par l'actualité algérienne, de mieux comprendre les dessous de l'actualité et de mieux vous positionner sur l'échiquier très complexe de l'Algérie. Comme ça, dit tout à l'heure, qui n'a bien par cette nouvelle analyse, cette nouvelle sortie médiatique de l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Driancourt, qui a fait des déclarations une nouvelle fois tonitruantes, assez fracassantes, avec des analyses pointues, pour les arguments que je les ai qualifiés rigoureux, parce qu'il a fait la fois de l'analyse académique, historique, sociologique, il a parlé de géopolitique, il a parlé des relations entre l'Algérie et la France. Mais ça veut dire un cours qui est beaucoup plus intéressant, comme, encore une fois, je le dis, hein, j'espère qu'il m'écoute. Cher Xavier, tu es beaucoup plus intéressant en tant que spécialiste indépendant, en tant qu'auteur, en tant qu'analyste indépendant, plutôt que diplomate, parce que de son passage à Alger, on ne retient pas grand-chose de glorieux, ni de très prestigieux et de très efficace pour, je dirais pas améliorer les relations algéro-françaises, la franco-algérienne, pour donner de l'épaisseur à cette relation franco-algérienne, parce que malheureusement, la France a beaucoup d'influence en Algérie, l'Algérie a aussi de l'influence en France, mais ces influences-là sont mal utilisées, mal exploitées, et ça sert davantage les régimes ou les dirigeants en place, au lieu de servir de passerelle définitive de passerelle solide pour permettre aux populations algériennes et françaises de tourner définitivement la page du passé et de construire l'avenir. Mais dans cette interview, dans cette récente analyse d'Xavier Delancourt, elle va susciter beaucoup de polémiques. On a, comme dans la première émission, Blaise s'est exprimé dans les colonnes d'une revue spécialisée, c'est moi, Revue Conflit. Revue Conflit, c'est encore une fois, je vous le rappelle brièvement, une publication de géopolitique académique universitaire très relevée. Ça ne publie que 6 à 8 numéros par an, dont deux numéros spéciaux. Il y a des numéros spéciaux hors série, des universitaires, des géopoliticiens, des spécialistes des relations internationales, des diplomates, des officiers militaires, d'anciens officiers du renseignement. Il y a des personnalités, des parlementaires, des politiques. On écrive régulièrement dans les colonnes de cette revue pour expliquer l'état du monde, là, pour commenter les évolutions des relations internationales. Donc c'est franchement une publication qui n'a pas accès au grand, qui n'est pas adressée au grand public. C'est pour cette raison qu'elle est pratiquement totalement méconnue en Algérie, à l'exception de quelques spécialistes et observateurs, de fins observateurs, de connaisseurs et de grands lecteurs, et de bons lecteurs, des actualités ou des publications. Celles et ceux qui suivent les publications les plus récentes ou les plus sérieuses dans le domaine de la géopolitique et des relations internationales. Ouchikol Xavier Driancourt, dans sa dernière interview, nous avons expliqué dans la première émission qu'il a répondu à Abdelmajid Tebboune, qui lui a déclaré le 19 janvier 2023 que l'Algérie ne va pas s'effondrer. Abdelmajid Tebboune qui a nargué Xavier Driancourt. Je vous rappelle que Xavier Driancourt, le 8 et 9 janvier dernier, 2023, il a suscité une énorme polémique en Algérie. Toute la presse algérienne s'est attaquée à lui, l'a taillé en pièces, l'a étrié, l'a présenté comme le diable en personne parce qu'il avait prophétisé l'effondrement de la nouvelle Algérie qui entraînerait dans son sillage une grande crise politique et sécuritaire en France. Nous l'avons déjà expliqué pourquoi il a dit ça. Dans la première émission, nous avons expliqué comment Xavier Driancourt a répondu à Tebboune et aux attaques de la presse algérienne en exposant des arguments historiques, sociologiques, politiques et en contextualisant sa prophétie concernant l'effondrement du système algérien, et en expliquant bien comme il faut ses faiblesses et ses imperfections, ses faiblesses et ses fragilités. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Quelque chose que j'ai déjà dit moi-même, mais quand un Algérien le dit, on l'insulte, on le considère comme traître, on le considère comme un salopard, on le considère comme un allié des Israéliens, un agent des Marocains, je sais pas quoi. Mais quand un diplomate étranger qui a été 2 fois ambassadeur de France à Alger entre 2017 et 2020 et 2008 et 2012, eh ben ça passait inaperçu.
Xavier Driancourt, il a dit, nombre d'Algériens aujourd'hui regrettent l'époque de Bouteflika, tant le pouvoir de l'armée est pesant. Sous Bouteflika, encore une fois, il existait des espaces de liberté qui aujourd'hui disparaissent. Un aveu clair, Yanni, Xavier Driancourt met le parallèle entre la nouvelle Algérie et compare entre la nouvelle Algérie et l'ancienne Algérie. Il reconnaît, parce que les gens lui parlent, parce qu'il a beaucoup d'amis en Algérie, parce qu'il a gardé beaucoup de contacts en Algérie, parce qu'il a énormément de connaissances en Algérie. Beaucoup d'Algériens regrettent l'époque Bouteflika. Ils le regrettent. Et ça, je l'ai dit en 2019, je vous ai dit, si l'armée assure la transition politique et s'empare totalement du pouvoir, croyez-moi, nous allons regretter l'époque Bouteflika. Nous allons la regretter. Et nous sommes en train de la regretter. Parce qu'il n'y a pas, il a complètement raison, Xavier Driancourt. Il faut être malhonnête pour dire qu'il n'y a pas une grosse différence. Vu la répression qu'il y avait à l'époque de Bouteflika, elle était minime. Elle était même ridicule et dérisoire par rapport à la répression qui s'est abattue aujourd'hui sur l'Algérie, sur les Algériens, la population algérienne, depuis l'instauration de cette nouvelle Algérie, de ce système Tebboune, Chengrija et de leurs semblables. Rien à voir. Xavier Driancourt était dit à l'époque, Dilem faisait des caricatures. Aujourd'hui, Liberté n'existe plus. Il a été fermé depuis avril 2022. Que le Ouattara a été complètement domestiqué, qui n'a plus aucun sens. Plus d'enquêtes, plus de reportages, plus de chroniques, plus d'éditos engagés, plus de dessins de presse. Riles Aïnouch Meskin condamné à 10 ans de prison ferme. Moi condamné à mort. يعني كارثة وش صار كارثة وش صار وكارثة وش صار. C'est-à-dire le nombre de prisonniers politiques, le nombre de détenus politiques, le nombre incroyable comment dirais-je, de victimes de l'arbitraire, que ce soit judiciaire ou la sécuritaire, des gens qui ont été arrêtés, malmenés, harcelés, placés sous enquête, privés de leur liberté constitutionnelle, la liberté de voyager, la liberté de se rassembler, la liberté d'agir. Nous sommes l'Algérie est devenue une prison à ciel ouvert, parce que le système s'est endurci. Le système s'est endurci, pourquoi? Voilà, Xavier Driancourt, il a le recul. Parce que quand moi je le dis, les gens ne me croient pas. Quand je le dis, ah, Abdou Sahab el-Aïsaba. Ou Xavier Driancourt, qui est l'ambassadeur de France, Sahab el-Aïsaba. Ou je dis, un ambassadeur de France, est-ce que Sahab el-Aïsaba? Il avait des connaissances il défendait les intérêts de la France. Donc il était un acteur objectif, même si on lui a reproché, durant de 2017 à 2020, d'avoir été trop gentil, trop tendre, et d'avoir été comme complaisant à l'égard du régime algérien, parce qu'il le dit très bien, dans cette interview dans la revue Conflit, les intérêts de la France et des puissances européennes et occidentales, et que l'Algérie reste stable. Donc peu importe s'il n'y a pas de démocratie en Algérie, s'il n'y a pas de liberté en Algérie, c'est pas l'affaire des Européens et des Occidentaux. Au moins lui, il le reconnaît ouvertement. C'est pas notre affaire. Nous, notre affaire, que le pays soit stable. Sauf que justement, la stabilité de l'Algérie passe par un système plus ou moins qui tolère plus ou moins les libertés publiques et individuelles, qui laisse la population algérienne respirer, qui permet à la population algérienne de manifester un petit peu, de bouger, de s'opposer, de contredire, de s'exprimer. Alors là, un Xavier Driancourt, pourquoi pourquoi depuis pratiquement 2 ans, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, il ne cesse de s'exprimer, de faire des analyses, de publier des tribunes, de faire des interviews, etc. Parce qu'il veut alerter. Mais cette nouvelle Algérie va s'effondrer, et si elle s'effondre, Xavier Driancourt, il s'inquiète pour son pays, la France. Parce que si l'Algérie, grand pays de l'Afrique du Nord et du Maghreb, le plus vaste pays du continent africain, avec autant de richesses et de problèmes, et avec un modèle politique totalement défaillant, s'il s'effondre, c'est pas la Libye ou la Syrie, ce sera la Libye et la Syrie fois 10. Vous imaginez tout l'impact, la crise migratoire, la crise de l'insécurité, le terrorisme, la misère sociale, la précarité, tous ces fléaux-là vont toucher directement, n'oublions pas, comme le dit Xavier Driancourt, 10% de la population française aujourd'hui a une relation avec l'Algérie. Que ce soit des franco-algériens, des anciens pieds noirs, des anciens harkis, des couples mixtes, des récemment naturalisés, les sans-papiers. Nous avons entre 5 et 6 millions de personnes établies en France qui ont une relation directe avec l'Algérie. Donc c'est clair que c'est pour cette raison que Xavier Driancourt s'inquiète pour son pays. Il est normal qu'il tire la sonnette d'alarme, qu'il dit à ses dirigeants, attention, il n'est pas d'accord avec la politique de Macron, avec l'Algérie. Il estime qu'il faut être plus sévère parce que lui, il a fait cette erreur.
Xavier Delecourt a fait cette erreur quand il était ambassadeur en place. Il n'a pas été assez sévère, il n'a pas été assez critique, il n'a pas été assez dans le rapport de force, il n'a pas titillé, il n'a pas essayé de faire bouger le système pour qu'il accepte les réformes nécessaires. Et bien là, on a payé il a vu que les conséquences de ses mauvais choix. De l'Algérie, de Bouteflika, qui était plus ou moins acceptable et tolérable, plus ou moins stable, a cédé sa place à une Algérie totalitaire, autoritaire, qui mène le pays vers une grande instabilité. Et donc qui menace l'équilibre, l'environnement géopolitique français-européen, étant donné que l'Algérie est très proche de l'Europe et de la France. Il faut que les Algériens et les Algériennes, les Algériennes et les Algériens comprennent qu'il est normal que les dirigeants français s'inquiètent de ce qui se passe en Algérie. Il est normal que les dirigeants européens s'inquiètent de ce qui se passe en Algérie. Vous avez encore étudié ce système, il ne peut pas se renouveler. Il ne peut pas se renouveler. Les dirigeants en Europe ou là, quelque part dans le monde, ou là, les Algériens et les Algériens qui croient que leur système peut se renouveler, en réalité, parce qu'il a déjà essayé. Rappelez-vous ce qui s'est passé depuis les années 90 avec le gouvernement de Mouloud Hamaroche, les réformistes. 90, 92, 89, juste après 88, il y a eu de véritables réformes. Il y avait une ambition de réformer le pays et de le rendre un pays moderne. Ça a abouti malheureusement à la question de l'islamisme politique, la décennie noire. Et depuis, le régime algérien a compris qu'il fallait se verrouiller. C'est pour ça que Gaïd Salah et l'armée ont renversé les Bouteflika, parce qu'en 2019, les Bouteflika ont voulu, quand ils ont vu que le cinquième mandat n'était pas possible, ils ont voulu faire de nouvelles réformes pour perpétuer le système avec une plus grande ouverture politique et démocratique. Ils en avaient vraiment les convictions. La feuille de route qui a été proposée à l'époque par les Bouteflika, notamment par Saïd Bouteflika, Min Ayatollah Mamara, ou comment ça s'appelle, Brahimi, c'était d'aller vers un post-octobre 88. Mais l'armée a refusé. Et c'est pour ça qu'il te dit que Xavier Delecourt, c'est l'armée qui est intervenue parce qu'elle a été traumatisée par l'échec des réformes d'un début des années 90 qui a mené vers la décennie noire et l'avènement de l'islamisme. Donc l'armée a décidé de verrouiller toutes les libertés, de prendre le pouvoir et de s'emparer du pouvoir et d'imposer sa propre vision. Parce qu'on n'est pas capable de se libérer ou de se renouveler. Et justement, pour que l'institution militaire, pour calmer, c'est exactement ce que Gaïd Salah avait fait, pour calmer la colère du Hirak, pour la gérer, pour diviser la population, ils ont fait une stratégie intelligente que j'ai expliquée 1000 fois. Mais que moi, quand je le dis, parce que je suis algérien, on ne me croit pas. Et quand un diplomate français le dit, je pense que ça va intéresser, ça va interpeller. On parle de changement de personne. Le système, pour ne pas disparaître, il a changé les personnes. On a sacrifié des personnes. On a mis des personnes en prison. On a mis Ouihia, on a mis Sellel, on a mis Bedoui, on a mis des oligarques, on a mis les Koninef, les Tahkout, on a mis Saïd Bouteflika en prison. Changer les personnes pour ne pas changer le système. Et cette doctrine a été appliquée au Chefna, encore une fois récemment, lors du récent remaniement ministériel le 16 mars 2023, le régime algérien utilise toujours une vieille recette, mais qui marche toujours en Algérie, parce qu'on n'a pas de maturité politique, on n'a pas de mouvance, des mouvements d'opposition bien structurés, on n'a pas une scène politique développée ou la mûre. Donc, quand on veut calmer la colère populaire en Algérie, on sacrifie les personnes. نحي كمال الزيك نحي la Mamra, نحي ministre des finances وفي الحراك Gaïd Salah نحاهم كاع. Il a enlevé les personnes, il a enlevé les hommes, mais il a gardé le système, il a renforcé le système. Et c'est ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre que c'est très difficile de changer un système lorsqu'on confond le système avec les personnes. Et l'une des erreurs du Hirak, et là Xavier Delecourt l'a bien expliqué, on a confondu le clan Bouteflika avec le système algérien. On a cru que le régime, le pouvoir était Saïd Bouteflika, les Kouninef, les Haddad, les Ulmi, les ses ministres, les Amara Ben Younes, les Amara Roul, les Ould Qaddour, etc. Ça, ce n'est pas le système. C'est l'une des facettes du système. Ce sont des personnes qui étaient au service du système. Le système, c'est autre chose. Le système, comme l'a expliqué dans la première émission, Xavier Delecourt l'a bien dit, et moi je le disais depuis toujours, mais quand je le dis, je suis traître à la nation, mais quand un diplomate étranger le dit, ça peut peut-être passer. Le système est un ensemble de pratiques, est un ensemble d'appareils qui décident. Ces appareils, c'est quoi? Ils ont été ces appareils qu'on a hérités depuis la guerre de l'indépendance. Le clanisme, le régionalisme, la corruption et l'affairisme, l'obéissance à leur religion, l'obéissance au chef. Donc nous n'avons pas construit des institutions. On a un certain nombre de pratiques
qui ont donné naissance à une armée forte, à des services secrets forts, à un appareil sécuritaire fort et à une emprise importante de la corruption et de l'affairisme sur le pays. C'est ce qui fait que le régime algérien est un système totalitaire et autoritaire qui dure par le temps parce que ses pratiques n'ont pas été changées. On a changé les hommes et on ne change pas les pratiques. Or, les pratiques engendrent de nouveaux hommes. Les hommes qu'on remplace, on les remplace par d'autres hommes, d'autres personnalités qui viennent perpétuer les mêmes pratiques. Et c'est pour ça que le système dure. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on regrette l'époque Bouteflika. Parce qu'à l'époque de Bouteflika, il y avait une prise de conscience vers la fin qu'il faut trouver un successeur à Bouteflika, que le Hirak était une mise en garde, qu'il fallait une nouvelle feuille de route pour une ouverture démocratique. Il fallait refaire un post-88 en tirant des réformes post-1988, en tirant les leçons des échecs des réformes entamées justement au début des années 90, à la fin, juste après 88. Ça aurait été possible en 2019 si on n'avait pas laissé Gaïd Salah et l'armée gérer à eux seuls, de façon unilatérale, brutale et violente, la transition politique. On aurait eu certainement connu une nouvelle Algérie beaucoup plus libre, beaucoup plus émancipée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus respectueuse des libertés fondamentales et des droits de l'homme. Et une Algérie pareille, c'est une Algérie qui est sûre et stable, ce qui permet aux partenaires étrangers de l'Algérie, comme l'Union européenne et la France, d'avoir beaucoup moins de craintes par rapport à l'avenir des impacts, par rapport à l'impact à l'avenir, par rapport à l'impact des crises régionales ou économiques nationales qui peuvent toucher directement l'Algérie. Ils auront des impacts plus ou moins contrôlables sur la France et l'Union européenne.